chercheur au Centre Mila Québec et qui va nous entretenir. En fait, je vais lancer la question un petit peu plus tard, le but de l'épisode, mais avant tout, Marc-Antoine, j'aimerais ça que vous vous présentiez à nos collègues traducteurs et traductrices. Bien sûr. Donc, je suis un chercheur en recherche appliquée au MILA, qui est un institut d'artificielle intelligence au Québec, fondé entre autres par Yoshua Bengio il y a quelques années. Avant d'être ici, je travaillais à Microsoft dans sensiblement le même rôle. Et avant ça, j'ai fait un doctorat McGill, une maîtrise à l'ETS en génie électrique. Donc, à l'ETS, je travaillais surtout en reconnaissance de la parole, pre-deep learning, donc pré-apprentissage profond. Et à McGill, mon doctorat était en compréhension du langage avec l'apprentissage profond qui avait pris l'essor depuis ce temps-là. Et ma carrière est en apprentissage profond. OK, puis vous avez fait des stages aussi, hein, Oui, complémentaires, qui ont complété votre scolarité, là, exactement. ou pendant la scolarité. Oui, durant Mhm. mon doctorat, j'ai fait quelques stages à Nuance qui faisaient, entre autres choses, le logiciel Dragon de reconnaissance vocale. Mais je travaillais sur la partie compréhension du langage par assistant électronique. Pensée, Siri, ce genre de choses-là. Mhm. Mhm. Exactement. Alors, vous êtes actuellement à Mila Québec. Qu'est-ce que... La fonction de Mila, c'est un organisme à but non lucratif. Il y a deux éléments majeurs ici. Un, les étudiants, la communauté académique. Euh, bon, ce n'est pas le cas aujourd'hui, on est vendredi et on est durant l'été, mais normalement, il y a quelques milliers d'étudiants dans la place qui font de la recherche en intelligence artificielle sur différents domaines, incluant le traitement de la parole, évidemment, le traitement du langage. Il y a également le volet employé, dont je fais partie, qui lui également a plusieurs composants. Il y a la partie adoption d'IA, qui est ce que je fais. Notre tâche, notre fonction est d'aider des entreprises québécoises et canadiennes à déployer des modèles de l'intelligence artificielle dans leurs activités. Ils arrivent, ils nous donnent leurs besoins et on leur ajoute notre expertise en IA pour complémenter leur expertise dans leur domaine. Il y a également une section d'entreprises les réglementations, qui essaie de développer, de pousser la réglementation de l'IA. Parce que c'est un outil très Mhm. puissant, mais c'est un Mhm. outil qui a besoin de réglementation. Et aussi, évidemment, adresser les questions humaines, droit de la parole. Euh, je prends les grands modèles de langage comme exemple. C'est Mhm. entraîné sur des données qui ont été prises sans nécessairement vérifier les droits d'auteur, ce Oh, qui peut être un problème, et c'est un flou légal d'ailleurs présentement. Euh, d'accord. Également, un des gros challenges de ces modèles-là, ils ont été entraînés sur l'Internet. J'ai été sur Hmm. l'Internet. Il y a des choses que je vois sur l'Internet que je ne veux pas voir dans un grand modèle de langage. Pour des raisons éthiques ou des Pour des raisons raisons de éthiques. qualité? Pour des OK, raisons éthiques. OK. On ne veut pas que le grand modèle de langage soit discriminatoire, soit injurieux. Oui, Si c'est on ça, va sur effectivement. l'Internet, c'est toutes des choses que l'on va trouver en grande quantité. Donc, il faut éviter que le modèle le produise. Mais ça peut sembler évident, mais définir c'est quoi qui est injurieux n'est pas trivial. Différentes personnes vont avoir Mhm. différentes opinions. Donc, comment qu'on réconcilie toutes ces questions-là? Ce pas des questions faciles. Oui, il y a Il n'y a des pas eu choses. un moratoire il y a quelques mois, justement, de quelque chose, un 6 mois, Il y a justement, pour eu une tentative ralentir de. cette progression-là? Ouais, pour essayer de. Ben, c'est plus au niveau technologique. Il y a eu beaucoup de modèles qui ont été développés très rapidement Mhm. et on est en train de dépasser notre cadre de réglementation. C'était un peu important de arrêter, essayer de ralentir afin d'avoir au moins une chance de vérifier légalement est-ce qu'on a tout ce qu'on a besoin. Mhm. Euh, Pas nécessairement pour tout de suite, mais pour le futur. Parce que la progression commençait vraiment à nous dépasser au niveau réglementation. Euh, Exemple, Air Canada, il y a quelques temps, qui a essayé d'utiliser un agent de conversation basé sur un grand modèle de langage, qui a promis des choses à des clients, et ensuite, Air Canada ont appris que non, non, tu dois le faire. Si ton agent a décidé que le client allait recevoir de quoi que tu ne voulais pas qu'il reçoive, c'est pas grave. Ton agent le dit, tu es responsable de ce que ton agent a fait. Ah, Mais avant que cette question-là soit décidée, c'était un trou juridique. OK. La Cour aurait très bien pu décider que non, l'agent peut sortir n'importe quoi, ça vaut rien légalement.
OK. Très intéressant. C'est très... ouf. Je pensais pas que ça C'est des pouvait aller questions. jusque-là, là. Ça peut aller, ben, le problème, évidemment, c'est que c'est un système qui peut être déployé n'importe comment. Et présentement, comme on n'a pas défini quelles sont les limites, ben, il va y avoir des gens qui vont déployer des choses qu'ils ne devraient pas. Euh, C'est drôle, hein? Je vous écoute parler, puis nous, on a exactement le contraire, les traducteurs et les interprètes, surtout les interprètes, qui doivent rendre des discours injurieux, par exemple, puis, dans un tribunal. Donc, je vous écoute parler, puis on a exactement l'inverse, le problème inverse. Puis des fois, on est en conflit avec nos valeurs personnelles. Pour les interprètes, j'en parle des fois, là, ça arrive, là, pouf, là, comme ça, là, et pas non, de recul. je peux Ben, comprendre, ouais, ça doit pas toujours être facile, honnêtement. c'est ça. Ironiquement, d'ailleurs, c'est un exemple dans le sens inverse que je prends pourquoi ça peut être très utile, la modération. J'ai Ouais. entendu qu'est-ce que, exemple, les modérateurs de Facebook vivent. C'est honnêtement traumatisant. Et ne serait-ce avoir un Oh. système de modération automatique qui peut au minimum enlever les cas les plus horrifiants, les cas les Mhm. plus évidents, on peut malheureusement pas tout enlever. Pas Ça tout enlevé. ne marchera pas. Il n'y a aucun modèle qui est parfait. C'est Mais on peut ça. au moins, si on peut au moins essayer d'en réduire, ça va avoir un impact bénéfique humain pour les modérateurs Absolument. immenses. Effectivement, effectivement. Puis les interprètes, ce que je me rends compte en vous écoutant parler, vous, c'est grand public. C'est grand public. Tandis que nous, c'est quand un interprète est devant, je sais pas, la commission pour les immigrants, l'immigration, ben c'est très c'est à huis clos, dans le fond, là, Oui, c'est c'est vraiment pas le rarement même. diffusé. Alors Non. là, c'est plus les mêmes, effectivement, les C'est mêmes vraiment pas la même exigences. problématique. D'ailleurs, effectivement, si on a Effectivement. besoin d'un modèle qui génère des exemples de racisme horrifiant pour lutter au racisme, Oui, j'ai pas de problématique avec ça, mais je veux pas que ça soit le modèle grand public utilisé grand pour répondre aux public, questions du grand public. exactement. Exactement. Mais il faut pas non plus faire de la censure à outrance et se retrouver avec quelque chose qui correspond plus à certaines réalités malheureuses, mais qui sont quand même là aussi, là. Exactement. Et c'est toujours quelque OK, chose qui est difficile à balancer. effectivement. Eh bien, moi, je vais en profiter pour me présenter aussi, pour qu'on puisse dire aux gens qu'est-ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. Moi, je suis titulaire d'un doctorat en neuropsychologie qui remonte à avant tout ça, là, l'intelligence artificielle. J'ai terminé ma thèse en 1995, donc ça fait longtemps. Et j'ai travaillé avec ceux qui ont écouté le balado précédent de Mike Dellinger sur les grèves de connaissances. J'ai travaillé avec ce qu'on appelait, nous, la base de texte ou analyse propositionnelle, mais qu'on appelle maintenant, c'est un concept qui fait partie des graphes de connaissances. En fait, comme disait Mike Denninger, qui a fait aussi son doctorat à peu près à la même époque que moi, qui a utilisé l'analyse propositionnelle, mais qui s'est dirigé, lui, sa carrière, bon, il est parti au Brésil, puis là, il est revenu, fait que on se retrouve, lui et moi, à avoir travaillé dans le même environnement et il m'a expliqué que c'est tout simplement des choses qui ont... ce sur quoi on travaillait dans les années 90 a été mis de côté et revient maintenant dans la mêlée parce que ça peut aider justement à clarifier certaines choses. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai travaillé sur un modèle pour donner plus de précision, puis on s'est rendu compte, Marc-Antoine et moi, qu'on travaillait avec les mêmes concepts, mais sans s'être jamais parlé. Je travaillais avec le modèle sémantique uniquement. Alors, je faisais abstraction complètement de la grammaire, de l'orthographe, de la syntaxe et tout ça. Et je prenais seulement les concepts et j'essayais dans les phrases de voir s'ils occupaient la même hiérarchie en langue source et en langue cible. Les sujets de mon étude, c'était des interprètes qui faisaient de l'interprétation simultanée. Alors, c'est sûr qu'on ne pouvait pas s'attendre à un degré de précision comme un traducteur qui a un texte écrit. Donc, il y avait parce que les interprètes prennent ils vont regrouper, mettons, 4 phrases en une seule phrase. Ils vont faire un résumé pour pouvoir suivre le locuteur. Donc, ce que j'ai établi, c'est le but de la recherche, c'était d'établir ce qui se passait dans la tête des interprètes. Quel était l'hémisphère dans le cerveau? Est-ce que les deux hémisphères étaient mis à contribution autant pendant l'interprétation? Est-ce qu'il y en avait un qui était plus mis à contribution que l'autre, c'est-à-dire l'hémisphère du langage, chez la plupart des gens, l'hémisphère gauche?
ou l'hémisphère droit, celui de la créativité. Et on est arrivé à la fin avec zéro résultat de cette hypothèse-là jusqu'au jour où ma directrice de thèse a eu l'idée géniale de dire, ah, mais il doit y avoir une dynamique. Et on s'est rendu compte qu'au début, c'était l'hémisphère gauche et après un certain temps, l'interprète passe à l'hémisphère droit. Donc, il y a une dynamique qui se passe. Alors, ça, c'est la cognition psychologique et neurologique là, sur laquelle j'ai travaillé. Je ne savais pas que c'était ça que je faisais à l'époque, là. Alors, moi, je vois beaucoup de problèmes justement parce qu'on travaille avec des environnements comme Trados, MemoQ et d'autres, j'en passe, là, puis Phrase là, pour nommer les plus courants. Et n'utilisent, évidemment, ils n'ont jamais utilisé ce genre de connaissances-là pour produire leur modèle, leur application. Et ça nous amène, nous, les traducteurs, à la fin, quand on est fatigué, il nous oblige à faire des corrections alors qu'on n'est plus dans notre hémisphère gauche, mais qu'on est dans notre hémisphère droit. Donc, ça amène ralentissement, on réintroduit des erreurs. J'ai déjà parlé de ça, mais entre autres à une table ronde de Trados, mais j'ai pas senti d'ouverture là, actuellement pour ce genre qu'il y ait une collaboration. Maintenant, nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de répondre à une question pourquoi est-ce que le monde, justement, de la traduction et le monde de la recherche en intelligence artificielle ont peu de contact entre eux et est-ce qu'ils auraient intérêt à en avoir plus? Qu'est-ce que vous en pensez, Marc-Antoine? Il y aurait des intérêts. Je vais essayer de différencier plusieurs niveaux. Premièrement, de niveau plus pratique, les problèmes que vous décrivez avec les logiciels de traduction, bon, c'est pas tellement d'intelligence artificielle, honnêtement, c'est de l'interface humain-machine. Et il y a clairement un problème, mais c'est quand même important. L'autre point qui est plus le côté recherche en intelligence artificielle elle-même. Nous avons des besoins en matière de langage. Il y a énormément de langage, il faut le traiter. Il y a des difficultés que les traducteurs ont qui peuvent nous aider à comprendre certains problèmes avec le traitement du langage, la production des données, des choses comme ça. Et dans le sens inverse, si on est conscient des vraies difficultés des traducteurs, ça nous donne des directions, des problèmes à rechercher et à essayer de trouver des solutions. Notre framing, par exemple, pour la traduction automatique est très simple. Il y a un texte à l'entrée, il y a plusieurs phrases possibles à la sortie, il faut juste en générer une qui est correcte et c'est équivalent. Si on a une des phrases correctes, on a réussi. C'est pratique, c'est fonctionnel. Si on est en vacances et qu'on veut, par exemple, comprendre ce qui est écrit sur une affiche, on peut sortir son téléphone, faire traduction, on a le texte. Mhm. Absolument. Mais soyons honnêtes. Gratuitement, hein, tout ça gratuitement en plus. Là. Oui, bon, parce qu'il y a d'autres façons d'aller chercher le financement, mais bon, c'est pratique, c'est bon, c'est de quoi qui est 100% utile. C'est très limité quand on y pense. Et ce n'est pas la vraie traduction. Il y a un paquet de choix qu'un vrai traducteur ferait qu'on ne fait pas parce qu'on ne le voit même pas. Et quand je dis on ne le voit pas, on n'a même pas l'information pour être capable de savoir quels choix ont été faits. Parce que nos annotations sont basées sur le résultat final. Le Parlement canadien est une grande source de données pour tout ce qui est traduction automatique, parce qu'on a le texte en français et en anglais. Mais on ne sait pas quels sont les choix que le traducteur a faits. Non. Comme on ne les voit Exactement. pas, on ne peut pas les modéliser. Comme on ne peut pas les modéliser, tout ce qu'on peut faire, c'est prendre un énorme tas de langages avec les parallèles, les envoyer un modèle et espérer que au final, ces choix-là sortent, la distribution de ces choix-là sort du modèle. Si on les modélise explicitement, ça pourrait être très intéressant. En fait, c'est difficile parce que la traduction commence en l'espace de quelques millisecondes. Dès que le traducteur pose les yeux, là je parle des traducteurs, je ne parle pas des interprètes, pose les yeux sur une phrase, il se passe peut-être un 250 millisecondes avant que ça commence. Puis la grosse contrariété qu'on a avec tous les environnements actuels, c'est qu'on est obligé d'aller interroger dès qu'on tombe sur un terme compliqué ou une référence quelconque. On doit faire des recherches, donc on interrompt ce qu'on appelle le flow
Yeah. assez rapidement, ce qu'on ne faisait pas avant, là. Parce que, alors là, ce qui est en train de se mettre en place, il y a des environnements de traduction comme WordScope qui, justement, intègrent tous les outils dans l'environnement pour que le traducteur ou la traductrice n'ait pas à sortir le moins possible. Ça donne des bons résultats déjà. Une alternative qui pourrait être très intéressante, évidemment, vous avez une meilleure idée que moi si c'est utile ou pas. Vous mentionnez des termes, ben, si le modèle est capable de passer au travers du texte, identifier les mots-clés qui ont l'air compliqués, faire en sorte que quand vous arrivez à ce mot-là, vous avez déjà dans une fenêtre à côté, par exemple, l'information dont vous auriez besoin. Vous n'avez même pas besoin d'aller la Ça serait chercher, elle est déjà fantastique. là. Absolument. Bon, c'est une des directions de travail qui est intéressante, qui n'est pas facile, mais qui est faisable. Donc, rendre ça visible pour la communauté en linguistique, en communication linguistique, en infolinguistique, pardon, ça serait très important, ça serait très pertinent. Il y a un autre aspect que j'aimerais aussi, qui est très difficile à modéliser, puis qui est en train de se développer, les études sur la cognition en traduction, ce qu'on appelle, nous, la traductologie en français, en anglais, Translation Studies, c'est on est appelé, on nous invite de plus en plus à devenir conscient de nos émotions. Parce que la petite crispation qu'on sent au creux de notre estomac, là, quand on fait un faux sens, quand on a l'expérience, là, je dirais pas aux étudiants qui commencent à traduction de faire ça, c'est généralement, c'est dans l'inconscient et c'est généralement bon. Ou encore, la satisfaction qu'on ressent à avoir pondu une phrase très, très bien, là, des espèces j'imagine, je sais pas quelle hormone qu'on a, là, donc, l'hormone de la récompense, je dirais, comme dans un jeu vidéo, c'est ça. On ressent ça aussi, comme dans un jeu vidéo, cette émotion-là, et on peut s'y fier, et généralement, c'est très, très bon. Et les étudiants ou les traducteurs juniors ne font pas assez attention à cet aspect-là parce qu'ils sont tellement insécures, ils sont constamment corrigés. Et souvent, ce qu'ils vont faire, c'est que, puis ça, je l'ai vu, j'ai un programme de mentorat, là. Les mentorés, souvent, je leur dis, hey, c'est merveilleux, t'es même meilleur que ce que j'ai traduit moi-même. Puis là, ils me regardent, puis ils me disent, puis là, je le vois, c'est qu'ils n'ont pas écouté cette sensation-là qu'ils avaient à l'intérieur d'eux. Alors là, c'est en train de tranquillement, pas vite, de s'installer. Ça va s'installer dans les formations, mais je vois pas comment on pourrait modéliser ça. Ça, honnêtement, c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment modéliser, à moins de faire le genre de choses qu'on ne devrait pas faire, c'est-à-dire mettre des électrodes ou quelque chose sur l'être humain C'est pour le ça, détecter. exactement. Non. Par contre, c'est intéressant parce que vous me dites ça, puis je réfléchis à mon expérience quand je programme. Puis honnêtement, ouais, ça. Hein, le petit creux, la petite Ouais, ouais, crispation, puis ouais. j'ai fait un bon coup. C'est C'est la quelque chose à même regarder. affaire. Ouais, C'est le même ouais. processus cognitif. Alors, puis ça, c'est très important. Puis l'autre aussi, la possibilité de prendre du recul par rapport à la critique du client. J'imagine dans tous les métiers, c'est comme C'est ça. ça aussi. Alors là, de ne pas se laisser je dirais abattre ou atteindre quand on sait qu'on a raison, parce que les clients, c'est pas des langagiers. Vos clients, c'est pas des informaticiens, C'est mais ça peut nous bloquer, ça peut ralentir notre confiance en nous et notre débit, là. Honnêtement, une des différences que je vois entre moi qui ai un peu plus d'expérience sur les projets et justement mes collègues qui ont moins d'expérience, je suis plus confiant, j'ai aucune crainte des fois à contredire le client. Alors qu'eux, des fois, oh non, non, ils reviennent en arrière alors qu'ils ne devraient pas. Mais oui, ça, c'est l'expérience. Et ça aussi, c'est quelque chose, malheureusement, que l'intelligence artificielle ne peut pas vraiment aider. Le mieux Donc, que ça peut les êtres faire, humains, ouais, ouais, le oui. mieux que ça pourrait faire, c'est avoir le système qui repasse au travers du texte et qui arrive et dit au traducteur, oui, tu as raison. Malheureusement, Renforcement positif, là, ce que vous dites. C'est eh ben, ça en un fait, peu? plus une évaluation externe. Mhm, Malheureusement, l'évaluation externe, ce genre d'évaluation-là peut très bien aussi ne pas fonctionner et dire non à un bon texte parce que le mhm, modèle n'est pas parfait. mhm. Mais c'est Effectivement. le genre de point qui est intéressant, peut-être avoir un système qui valide un système automatisé pour valider la traduction au fur et à mesure, pour rassurer le traducteur. C'est ça. C'est ça. Euh, Effectivement. mais ça, c'est des questions, honnêtement, pour les personnes qui font les logiciels de traduction, Mhm. qui, un peu ironiquement, ne sont pas les personnes qui font la recherche en traduction. Ça, c'est une autre chose. Je parle avec des informaticiens, puis et c'est ça, il faut que ça aille vite, hein? Il faut que ça aille So, vite.
Puis quand il y a un problème, ben, on lance le problème à la volée, puis là, ben, on espère avoir une capture d'écran qui va nous expliquer, l'informaticien, je parle, veut avoir une capture d'écran pour savoir c'est quoi le message d'erreur pour pouvoir intervenir. Ça, c'est une dynamique qu'on voit constamment dans le domaine, en tout cas, nous, là, on est en contact avec ça. Ouais, ben ça, c'est le génie logiciel. Un des problèmes, grosso modo, des compagnies qui développent, même dans les compagnies qui font le logiciel, il y a une partie qui implémente le logiciel. C'est eux qui vont dealer avec les codes d'erreur, les choses comme ça. Mais il y a aussi d'autres personnes qui font la recherche sur comment développer le modèle de traduction, comment l'améliorer, comment l'évaluer. Ces personnes-là ne sont pas nécessairement ceux qui font le logiciel. Et beaucoup des challenges que vous me décrivez viennent du logiciel lui-même. Ça ne vient pas de la traduction automatique. Ça ne vient pas du système qui va faire la traduction. Ça vient des systèmes qui aident le traducteur, qui en pratique n'aident pas le traducteur. Mhm. Et ça, c'est de l'interaction humain-ordinateur. C'est vraiment pas mon domaine. Euh, c'est compliqué. Euh, et ben, on en vit tous les jours. C'est ça. Alors, on va revenir à votre domaine. Oui. Euh, pour revenir un peu à la question, donc, pourquoi les demandes ne se On se parlent pas? parle plus, ouais, c'est ça. Ben, je veux dire simplement, les étudiants gradués ne sont pas très payés. Les départements n'ont pas le budget pour aller embaucher du personnel externe, donc par exemple les traducteurs. Quand ça serait relevant, il y a un paquet de problèmes au niveau académique qui viennent du fait qu'ils n'ont pas les ressources. Euh, un exemple, pas de traduction, mais linguistique. Pendant très longtemps, les modèles de langage étaient à ce qu'on appelait vocabulaire fermé. C'est-à-dire que le modèle avait 5 000 mots, 50 000 mots, et c'est tout. Il y a un 51e mille mots qui apparaît, il n'y a rien qui fonctionne. Évidemment, c'est un problème. Dans les communautés académiques, il y avait de l'intérêt pour les modèles à langage à vocabulaire ouvert, qui pouvaient composer des petites unités. Bon, pourquoi ils faisaient ça? Parce qu'il n'y avait pas les ressources. Parce que la vraie solution, c'est d'avoir un linguiste qui arrive, qui dit, rajoute ce mot-là. Les compagnies privées, par exemple, Dragon, de Nuance, faisaient ça. Nuance avait des linguistes, mais spécifiquement pour adresser des problèmes particuliers dans leur système, donc dont le vocabulaire. Si je me rappelle bien, ils ont une version pour les médecins, puis une version pour les juges, en fait, avocats, notaires et tout, là. Oui, parce que Donc, ils devaient avoir des linguistes qui disaient, ben, c'est ça. Moi, je les ai jamais achetés parce que je me suis dit, parce que j'en fais du juridique, mais ici, au Canada, c'est le common law, puis le droit français. C'est un mélange des deux. Fait que je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir parce que c'est quand même des 700-800 $ là, qu'il fallait débourser, là. Alors, je me suis dit, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine, là. honnêtement, je ne pourrais même pas l'évaluer. Je ne suis pas avocat ou médecin. Donc. C'est ça, voilà, voilà, c'est ça. Mais l'idée, c'est ça, justement. L'idée, c'était qu'il y avait des linguistes qui Ouais. étaient Mais la communauté spécialisés. académique n'a pas les ressources littéralement d'aller chercher ça. Mhm. Et c'est triste parce que c'est des ressources qui pourraient être très utiles. Mais en toute honnêteté, si je suis étudiant gradué et je me fais dire on embauche un linguiste ou on te donne un peu plus d'argent par mois, c'est plate à dire, mais je suis obligé de prendre l'argent. Malheureusement, les revenus pour les étudiants gradués sont assez déprimants, pour dire le mot. Parler des doctorats et des post-doctorats. Doctorat et post-doctorat. Post-doctorat, justement, là, il y a papa qui dit que j'ai eu à mon balado qui travaille très fort pour ouvrir des portes, mais dans tous les domaines, là, Yeah. c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Puis malheureusement, il faut manger, donc Effectivement. c'est un problème. Pour être plus optimiste, de quelle façon on pourrait aller chercher ces collaborations-là? Il y aurait quand même de l'intérêt. Donc, c'est des traducteurs, des personnes de la communauté académique en traduction, faire des collaborations avec les mondes en IA, ça peut être très intéressant. Et comment faire ça? Il faut se parler. Il faut s'arranger pour amener le monde aux conférences l'un de l'autre. Donc, peut-être inviter des traducteurs ou des traducteurs qui envoient des articles à ACL. Votre travail en commission, honnêtement, vous envoyez ça à ACL, la Association for Computational Linguistics. Faut le framer un peu, il faut le présenter un peu d'une façon à ce qu'ils comprennent, mais ça va être très intéressant.
Parce que voir comment l'être humain traite le langage est important pour aider à mieux traiter le langage par l'informatique. C'est pas un. Un ordinateur n'est pas un cerveau. Et il y a des Non. problèmes qui s'appliquent. L'ordinateur n'est jamais fatigué. C'est très pratique. Oui. Euh, L'être humain peut l'être. Donc, en partant, OK. Mais l'être humain aussi a des connexions qu'ils n'ont pas. J'avais vu des articles sur la compréhension de texte où, à certains moments, la partie auditive est impliquée. Mhm. Fait que là, voilà. Mais pour le traitement de texte, c'est un non-sens. Ce n'est pas la bonne modalité, mais c'est impliqué. On ne Mhm. ferait jamais ça avec une implémentation automatique. OK, non, c'est Ce ça. c'est ridicule. OK. Donc, les deux mappings ne sont pas, mais il y a des indications. Si je vois que ça cause la difficulté à l'être humain, ça m'indique que c'est peut-être difficile. Peut-être qu'un mot surprenant pour l'être humain devrait être surprenant pour la machine. Mhm. Donc, aller Donner chercher, une pondération affective ou émotive ou je sais pas quoi, là. pas nécessairement, Non. mais il y a certainement des liens à établir qui peuvent nous donner de l'information. OK. Et avoir de l'information, ben, ça permet d'avoir des meilleurs modèles. Mhm. Euh, et ben, il y a des trucs aussi, exemple, vous avez besoin de traiter beaucoup de textes. On a besoin de traiter beaucoup de textes. J'ai des collègues qui travaillent Mhm. présentement sur un Mhm. projet qui demande à noter des textes, à noter des documents. Mhm. Vous avez déjà un paquet de techniques qui permettent de mieux faire ça. Eux ne les connaissent pas. C'est des chercheurs en IA qui ont été malchanceux quand il s'agit d'avoir le projet et qui se sont fait donner un projet de notation. Ça fait juste des mois qu'ils passent à lire des documents, souligner des parties pour dire ça, c'est la partie importante. Et vous avez des outils, vous avez des connaissances sur comment dealer avec ça que nous n'avons pas. C'est important pour nous en tant que chercheurs et c'est aussi important pour nous pour aller chercher des données à partir du public où on a souvent besoin de faire du crowdsourcing Oui. Oui. ou des compagnies de notation où on prend du monde, on leur dit, toi, voici un texte, dis-moi si ces deux phrases-là sont la même chose. Ou dis-moi si cette phrase-là est horriblement raciste. Ou n'importe quelle autre question comme ça, ou voici une question, voici une réponse. Est-ce que les deux vont ensemble? Mhm. Ben, ça, c'est des Mhm. travaux qui ont des demandes cognitives et des challenges qu'en tant que traducteur, vous avez. Mhm. Ben, savoir comment vous dealer avec ça pour que nous, on puisse utiliser ces outils-là, c'est Il y a utile. une chose, si vous me permettez, parce que je pense en même temps que Sûr. on est obligé actuellement, depuis l'année dernière, grâce à M. Barabé, les étudiants en traduction sont obligés de faire un stage en J'espère que ça, traduction. j'espère Est-ce que que ça ça va serait payer. quelque chose? Pardon? J'espère que ça va Oui, ben payer. on essaie, oui, effectivement. M. Barabé, ben, on pourra s'en parler quand on se rencontrera ultérieurement, tous les trois, peut-être avec Jérôme aussi, là, plus tard. Mais c'est ça. Et puis, il y en a d'autres qui disent qu'il faudrait avoir 3 stages même pendant le bac en traduction. Moi, je verrais très bien un de ces stages-là, se faire chez vous avec... Oui, ça pourrait être relevant, oui, oui. J'essaie de voir comment intégrer, mais oui, je prévois avoir du monde spécifiquement dans le traitement du langage. Pas nécessairement partout, ça dépend des projets, mais dans les équipes de traduction automatique, ça leur Mhm, serait très utile exactement. d'avoir quelqu'un qui fait de la traduction. Mhm, C'est une ressource que présentement, ils n'ont pas, comme je disais, principalement pour des raisons financières, OK. mais qui serait utile, ne serait-ce pour expliquer les difficultés, expliquer les processus. Un des challenges qu'on a présentement, c'est d'évaluer la sortie des modèles, la qualité des modèles. Mhm, Ça s'applique à n'importe quel modèle, mais en particulier les modèles de traduction automatique. Avoir des experts qui sont capables de voir le texte original, voici qu'est-ce que le modèle est sorti, et au minimum dire oui, c'est bon, non, c'est pas bon, et encore mieux, voici les erreurs. mhm. C'est une ressource que si vous donnez ça à un étudiant gradué, il va avoir énormément de joie parce que juste ça, c'est une publication. Les étudiants gradués ont besoin de publication. OK, puis ça, c'est une roue qui tourne. Plus ils ont de publications, plus ils peuvent aller chercher des subventions, des fonds, Ça, du c'est pour les financement. profs, ça, c'est pour les OK. professeurs. Pour les étudiants, ils ont besoin d'un certain nombre de publications pour finir leur doctorat. C'est 3. En C'est fait, trois, c'est trois ou quatre.
OK, parce que moi, il n'y avait même pas ça. J'ai vu ça arriver, qu'on ne fait plus de thèse comme telle, mais on fait 3 publications avec une. Est-ce que c'est encore ça? C'est Mais il faut en souvent, rajouter d'autres? c'est souvent ça. C'est souvent 3 ou 4. Et c'est publication dans dans une grande conférence. L'intelligence Mhm. artificielle est surtout par conférence, c'est pas par journaux. Donc, c'est pas facile. Les conférences moyennes ont un taux de rejection d'environ 30%, d'acceptance, pardon, de 30%. Ouais, ouais. Donc, il faut que Mhm. tu en envoies beaucoup pour qu'il y en ait un qui soit accepté. Et généralement, tu as une chance parce qu'il y a tellement de personnes qui travaillent dans le domaine présentement que le temps que tu aies fini ton travail, tu l'envoies à la conférence, il y a déjà 5, 6 autres papiers à la même conférence qui font la même chose. OK, Fait que c'est très difficile aujourd'hui pour les étudiants de publier. Euh, Même OK, ça a empiré en quelques années. OK. Donc, avec l'aide de traducteurs, ça pourrait accélérer les choses et la Ça, ça- qualité, augmenter la ça- qualité? ça pourrait faire un argument justement pour dire oui, mon modèle est meilleur, je l'évalue avec un traducteur et le traducteur a dit que mon modèle est meilleur que les autres modèles, donc publiez mon article. Mhm. C'est un argument pour eux. Mais c'est aussi pour aller chercher les données, pour aller chercher les erreurs et s'en servir pour entraîner le modèle d'une façon qui n'est pas possible sans cette information détaillée-là. En fait, quand j'ai fait mon doctorat, c'était justement ça. On voulait vérifier la qualité des interprétations de la même phrase. Je travaillais il y avait juste 2 petits textes. Et puis, c'était pas compliqué, là. Là, je parlais de propositions sémantiques. Donc, j'avais les propositions sémantiques identiques. Donc, ça, c'était pas d'erreur. Parce qu'il faut aussi évaluer ce qui est bon. Ah oui, Et ensuite, les erreurs, tout simplement. Pas d'affaire de faux sens, contresens, tout ça, c'est tout simplement erreur. Troisième, omission, des informations qui sont dans le texte source qui ne se retrouvent pas dans le texte d'arrivée. Et puis après ça, c'était les ajouts. Parce que les interprètes, je ne sais pas si c'est ça, on n'est pas poussé jusque-là, si quand ils deviennent fatigués ou qu'ils n'utilisaient pas le bon hémisphère, ils avaient tendance à moins comprendre, donc à ajouter de l'information qui n'était pas là. Alors, c'est ça. Donc, je pense qu'avec ces 4 catégories-là, on peut oui, couvrir beaucoup de voilà. choses. D'ailleurs, le problème, c'est pas nécessairement évaluer le texte. Je parle français et anglais. Je vois beaucoup Mhm. d'articles justement de traduction, encore une fois automatique, qui utilisent les deux. Oui, je suis capable de tout de dire, ah, là, le modèle s'est trompé à cette place-là. C'est Euh, ça. bon, je ne parle pas allemand. Donc, quand ils Mhm. utilisent l'allemand, je dois me fier à ce qu'ils disent. C'est Mais ça. il faut le faire d'une façon automatique, idéalement, Mhm. tout simplement parce qu'on a beaucoup de textes. On ne peut pas se permettre d'avoir un être humain qui regarde chacun des textes. J'ai un algorithme pour ça. On s'en reparlera à un autre moment On s'en donné. reparlera, mais si vous avez de quoi qui fonctionne vraiment bien en général, j'ai plusieurs personnes qui seraient très surpris parce qu'on n'en a vraiment pas. En fait, j'ai été obligée de justement d'intervenir beaucoup parce que les différences entre l'anglais et le français, de rajouter beaucoup d'annotations pour expliquer pourquoi telle proposition était exacte, était identique, alors qu'en surface, c'était pas évident. Tout à fait. Parce que le français et l'anglais sont pas la même logique. Le français est beaucoup plus logique, justement, puis l'anglais est beaucoup plus descriptif. Alors, il n'y avait pas la même syntaxe. C'est pour ça aussi j'ai laissé tomber la syntaxe, parce que la syntaxe anglaise n'est pas du tout comme la syntaxe française dans beaucoup de cas. Exactement. D'ailleurs, j'ai parlé un peu avant du concept de, quand on parle de structure, là, je parle dans le contexte de traitement du langage automatique. Quand on parle Mhm. de structure, justement, c'est d'enlever la syntaxe, enlever des choses comme ça pour représenter les sémantiques de la phrase. Qu'est-ce que la phrase veut dire? Et évidemment, il y a plusieurs modèles pour ça, qui sont tous différents. Mais un modèle très commun pour les assistants électroniques, donc les assistants digitaux, c'est le concept de frame, de cadre, Mhm. où tu as des emplacements que tu remplis avec des choses. Ça fonctionne très bien pour décrire le français, l'anglais, n'importe quelle langue que j'ai vue. Le problème, c'est que ça prend un ensemble déjà défini de choses qui peuvent être représentées. Et c'est là que ça devient cauchemardesque quand tu t'en sers en général. Ça représente, ça vous prend, vous avez le frame, si on dit, bon, en fait, c'est les cadres. Et puis, ça vous prend quoi pour des choses à représenter? En anglais, on appelait ça les slots. Donc, par exemple, Oui, on va dire, je veux écouter, joue telle musique. Ben, oui, telle musique, la musique qu'on veut qu'il soit jouée, va dans la slot de la frame, fait partie de la frame. oui, oui. Ça fonctionne bien. Le problème, c'est que si j'ai un agenda électronique, je peux définir toutes ces fonctionnalités et pour chacune d'entre elles, je peux définir des frames.
Si je prends un texte au hasard, Mhm. j'ai besoin de beaucoup plus de frames parce qu'il faut que j'ai des frames qui représentent essentiellement tout ce qui peut être dit. OK. Et très vite, le problème, c'était ça, c'était de définir toutes ces règles-là, tous ces emplacements-là. OK. Et ça reste d'ailleurs encore. D'accord. Euh, et par contre, C'est pas cet article réglé encore. n'est vraiment pas réglé. Mhm. Euh, D'ailleurs, présentement, notre approche est de ne pas faire ça et de laisser le Ah, modèle vous à avez mis ça de statistique. côté. OK. Ça sert encore dans certains contextes. C'est encore utile. OK. Mais pour avancer la recherche, présentement, ce qu'on essaie de faire, c'est plus voici la phrase et voici l'action que tu es supposé faire. Mhm. Et on espère que le modèle va être capable de tout mettre ça ensemble. On espère, on se croise les doigts, oui. Mais Voilà. ça marche bien quand même, ça Ça s'est marche beaucoup bien, ça marche bien. amélioré. Ça marche bien. OK. Alors, ça, on a quand même vu un petit peu là, ce qu'il y aurait des choses à faire parce qu'on a beaucoup de. Actuellement, il y a beaucoup de Mais grunge. Oui, exactement, allez-y, c'est Marc-Antoine. ce que je veux dire. Ma question maintenant, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire pour aider les traducteurs? Qu'est-ce que Oui. l'intelligence artificielle peut faire pour aider les traducteurs? Parce que ça non plus, on n'a pas cette visibilité-là. On n'est pas traducteur, on n'interagit pas avec les traducteurs. Mhm. Les problèmes qu'on a choisi de prioriser en traitement du langage, c'est basé sur ce que nous, on croit être utile ou Mhm. qu'est-ce qu'une compagnie nous dit être utile. Mais peut-être que les traducteurs ont d'autres perspectives qui ne se rendent pas jusqu'à nous. C'est ça, effectivement. D'ailleurs, j'ai une thèse de doctorat en tête d'une dame qui a fait sa thèse sur ce que les traducteurs voulaient et non pas les compagnies. D'ailleurs, ça nous amène à parler justement de ce que vous appelez la hype, là, le battage publicitaire extravagant qui a amené des problèmes. Nous, on le voit là, parce que actuellement, euh, le marché de la traduction est beaucoup aux mains des agences de traduction qui sont la propriété de gens d'affaires qui ne sont pas des langagiers, ne sont pas des traducteurs. Ça, c'est une tendance qui, M. Barabé m'a expliqué ça. J'en ai parlé cette semaine, j'ai dit pourquoi c'est devenu comme ça? C'est avec l'arrivée de Google Translate. C'est que là, les cabinets auparavant étaient la propriété de traducteurs et qui étaient des gens d'affaires. Donc, c'était pas la même dynamique, mais maintenant, c'est vraiment les gens d'affaires. Alors, ils écoutent beaucoup, ils cherchent beaucoup à augmenter leur productivité aux dépens de la qualité, hein. Yep. C'est ça que vous voyez aussi dans les contacts que vous avez avec les clients. Un peu, ils veulent avoir de la productivité. Il y a beaucoup de productivité. Généralement, évidemment, ils disent qu'ils veulent maintenir la qualité. Euh, Mhm. Par contre, personnellement, le genre de projet sur lequel on focus, c'est des projets où on complémente l'être humain plus que l'on remplace l'être humain. Des choses, par exemple, où littéralement un être humain ne peut pas opérer à cette échelle-là. Mhm. Il y a trop de documents qui rentrent, il y a trop de choses qui rentrent. Euh, donc, dans notre cas, c'est pas tellement le trade-off, c'est justement de rajouter quelque chose à ce qui se faisait déjà. Mais ça, OK. c'est le Mila et mon équipe, qu'est-ce que l'on vise? OK. Il y a d'autres compagnies qui ne font pas ça, qui vont essayer de remplacer, comme vous dites, pour la qualité. C'est Euh, ça. Exactement. Google Translate est un énorme outil. J'ai fait des vacances en Suède. Suède très pratique, il Mhm. parle tout anglais et Mhm. très français. Donc, j'ai eu aucun problème à communiquer avec personne. Mais il y a beaucoup de textes qui est écrit uniquement en suédois. Je ne parle pas le suédois. Donc, Google Translate, clac, ah, parfait, c'est bel et bien du savon à lessive. OK. C'est pratique à avoir. Donc, quand C'est un- même, voilà, c'est le genre de situation où c'est très pratique, où c'est un outil qui permet d'en faire plus. Et ne pas avoir eu la Google Translate, ben, j'aurais honnêtement probablement pris quelqu'un au hasard, demandé Hey, c'est bien du savon à lessive, mais je n'aurais pas pris un traducteur. Si on veut traduire un livre, Google Translate ne fera pas un bon travail. Je c'est le ça. sais. Je peux même vous dire pourquoi, de point de vue technique, le genre d'erreur qu'il va faire, pourquoi il va les faire. Mais si je suis un chef d'affaires et que tout ce qui m'importe, c'est de faire de l'argent, Google Translate, c'est quelque chose qui a l'air d'être très attrayant. Effectivement. Et malheureusement, c'est là que la hype devient dangereuse. Les modèles sont survendus, les capacités des modèles sont survendues. Mhm. C'est un problème à plusieurs niveaux. Premièrement, oui, ça va conduire à des mauvais produits. Euh, Effectivement, aussi des personnes qui sont, entre guillemets, irremplaçables présentement, qui vont être remplacées. Alors, Mhm. ce qui va nuire à la personne qui est remplacée, mais qui va nuire aussi aux consommateurs, aux personnes qui utilisent le service. Mhm. Bref, il n'y a pas grand gagnant.
Et d'un point de vue chercheur en intelligence artificielle, c'est dangereux pour nous parce que là, on reçoit beaucoup de financement. Mhm. C'est très bien, c'est comme ça que j'ai un travail, c'est comme ça que mes collègues vont travailler. Mais si les modèles échouent systématiquement, le financement va disparaître. Mhm. Et pour être clair, la technologie a des limitations. Je suis 100% d'accord, la technologie a ses limites. Point. Mais c'est une technologie qui est puissante. Google Translate, ça traduit peut-être pas des livres, mais ça traduit, c'est très pratique quand tu en voyage. C'est Mhm. utile. Il y a un paquet de choses utiles qu'on peut faire. C'est un domaine qui mérite de l'investissement. Malheureusement, si après avoir eu de la surenchère, quand ça tombe, ça a tendance à trop tomber. Il y a une surcorrection. Donc, c'est un peu inquiétant pour moi. C'est un peu ce qu'on voit à la bourse. J'écoutais Zone Économie cette semaine et puis justement, ils ont fait Apple, là, on parlait des GAFA, maintenant on parle plus juste des GAFA, là, mais ils ont des profits mirobolants de 195-200%, là, Ouais. mais c'est en train de baisser. Est-ce qu'on peut, c'est peut-être ça qui va arriver à un moment donné à la bourse, ils vont être moins bien Exactement. cotés. Oui, ben c'est toujours comme ça. Nvidia, présentement, sont en train de faire des fortunes grâce au GPU Mhm. pour l'intelligence artificielle. Ça coûte une fortune, littéralement. C'est énormément d'argent qui est mis là-dedans. Si ça se trouve à ne pas être profitable pour ceux qui ont fait l'investissement au final, Nvidia va tomber. C'est Parce que ça, exactement. c'est des questions dures à gérer. Euh, Par contre, mon argument ici pour les traducteurs, montrez la performance montrez votre surqualité, montrez les erreurs dans le logiciel. Malheureusement, il n'y a pas de solution magique parce que c'est. À qui pouvons-nous les montrer? Pas aux gens qui nous emploient, ils veulent pas, ils veulent nous Et pousser c'est le justement. problème. Pardon. À C'est qui le allons-nous problème. montrer? Puis si on montre ça, on va être barré à vie des donneurs d'ouvrage, ils ne voudront plus faire affaire avec nous, là. Et c'est un peu le problème. Malheureusement, c'est une question sociale et non pas une question technique. OK, d'accord. Tout ce que je peux vous On dire, c'est qu'il s'entend. y a des arguments pour, c'est-à-dire il y a des arguments pour montrer que non, non, la traduction humaine est encore très utile. La traduction machine est utile dans les cas où la traduction humaine n'est pas possible ou n'est pas pratique. Ça peut être également très puissant comme outil pour aider les traducteurs en réduisant la charge cognitive, mais je ne vois pas de situation où ça peut remplacer réellement un traducteur. Mhm. Attention, j'ai traduit beaucoup de résumés de thèse pour mes collègues à McGill qui avaient besoin Mhm. du résumé de la thèse en français, en commençant par prendre le texte, en le mettant dans Google Translate et ensuite en éditant le texte. Parce que c'était plus rapide pour moi. Parce que je n'avais pas besoin de tout réécrire, je peux faire du cut and paste. Même à ça, je passais énormément de temps. Je passais facilement 1 heure au total par résumé. Après, à corriger le texte, à relire le texte et vérifier qu'il disait bien ce que l'original disait. Mhm. C'était juste un peu plus rapide que si j'avais à le traduire directement en tapant manuellement. OK. Mais c'est un outil. C'était juste que je voyais tout de suite les limitations de l'outil. Mhm. J'ose pas imaginer qu'est-ce que ça ferait pour une thèse au complet. Mhm. C'est vrai. Donc, oui, je comprends. Donc, on met ça, c'est à nous donc à se prendre en main ou de mettre, peut-être se mobiliser avec l'OTIAC pour dénoncer certains Honnêtement, problèmes. malheureusement, oui. C'est, comme je sais, malheureusement pas une question technique, c'est une question sociale, question qui Mhm. ne sont jamais faciles. Et malheureusement, oui, les personnes qui devraient écouter n'écoutent pas. Ce que je vous dis, moi, par contre, en tant que spécialiste en IA, c'est que s'il y a des choses, des problèmes de ce genre-là qui arrivent à ma porte, une compagnie qui vient me dire, hey, on veut remplacer nos traducteurs, je ne vais pas accepter le projet. Je Mhm. vais rediriger le projet pour de quoi qu'il soit plus utile, c'est-à-dire aider les traducteurs. Mhm. Et c'est pas juste parce que j'ai une conscience sociale, c'est aussi parce que je connais la limitation de mon outil et je ne veux pas faire de la survente. Mhm. L'outil n'est pas capable de remplacer un traducteur. Dans un monde idéal, les robots vont remplacer tous les travaux possibles, y compris les chercheurs en IA, et on n'aura plus rien à faire. On appelle ça la série de la culture, une série de romans de Ian Banks que je recommande énormément, mais on n'est pas là. Je pense que non, on a encore beaucoup de chemin à faire. Encore beaucoup de chemin à faire. Et puis, alors, donc, ça répond quand même à la question, les traducteurs pourraient-ils mettre à contribution leur expertise dans le développement des outils d'aide à la traduction? Oui, en aidant Effectivement. ou des grands modèles de langage, entre autres en faisant ressortir la qualité ou le manque de qualité Le manque de qualité.
c'est ça. Yeah. Donc, On a beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Présentement, c'est très difficile pour nous d'évaluer les modèles. Nos techniques automatiques fonctionnaient très bien il y a quelques années parce que les modèles étaient tellement mauvais que les mesures que l'on utilise, qui sont grosso modo, on a un texte de référence, on a le texte produit par le modèle. Les métriques sont essentiellement, est-ce que les mêmes mots sont dedans? C'est un peu plus compliqué que ça, mais foncièrement, OK, le texte disait chat, est-ce que j'ai le mot 4? C'est tout. C'est très imprécis, ça fonctionnait très bien à l'origine parce que les modèles étaient très mauvais. Aujourd'hui, nos modèles sont capables de battre ces métriques-là. Nos modèles sont meilleurs que notre mesure. Là, la question, c'est est-ce que le texte qui a été produit n'est pas juste vaguement similaire au texte de référence, mais est-ce que c'est la même signification? Et il y a des problèmes tellement bizarres. Ça, là, les traducteurs ne peuvent pas nous aider. C'est quelque chose qu'on essaie de travailler. des Les modèles, hallucinations? Non? les OK. hallucinations, mais certains types d'hallucinations. OK. Exemple, la tour du Seine est à Toronto. Hmm. C'est connu. Si je mets, avant de dire ça, le mur de Chine est en Chine, Mhm. le modèle dépendamment du modèle, mais certains modèles vont me dire que la tour du Ciel est à Shanghai. Ah, OK. On ne comprend pas pourquoi. OK. Certains contextes qui n'ont rien à voir, qui n'ont aucun impact au niveau sémantique, vont faire le modèle halluciner alors qu'il était correct. Et ça Mhm. peut aller dans le sens inverse. Donc, ça, ce n'est pas de la recherche où les traducteurs peuvent nous aider, c'est de la recherche où c'est nous qui devons regarder qu'est-ce que notre modèle fait pour comprendre pourquoi La connaissance du monde, hein, c'est ça que pas vous juste la dites. connaissance du monde, mais aussi à quel point il est sensible. Parce qu'il sait, il le connaît, il a cette connaissance du monde-là. Il sait que la tour du Seigneur est à Toronto. Mais il ne l'applique pas. Mais OK. il ne l'applique pas. Donc, pourquoi d'un coup sec, il décide de ne pas appliquer cette connaissance du monde-là? OK. Mon hypothèse personnelle, là, c'est vraiment pas clair. CN est une abréviation possible pour la Chine. Ah, bien sûr. Fait que le modèle, pour une OK. raison quelconque, se OK. retrouve trop dans un contexte chinois Pour et faire la dans la vie distinction. chinoise. Mais il y a d'autres Donc, exemples comme ça. OK. Donc, la pondération, OK. C'est le contexte qui est, OK, Ouais, qui est il faut comprendre pourquoi défaillant pour lui, là, je veux dire, pas pour exactement. Il faut nous. comprendre comment le modèle interagit avec le contexte. Et ça, c'est des problèmes pour nous, parce que c'est de notre côté que le problème est. Ben, quand on fait de la post-édition, c'est un problème qui suscite beaucoup de grogne chez les traducteurs et les traductrices parce que justement, toutes les abréviations, le modèle part, la post-édition part avec une abréviation, puis oups, deux paragraphes plus loin, une autre abréviation, et ça, c'est pour ça qu'il y en a qui prennent la post-édition, qui la mettent de côté, puis elles repartent la traduction à partir de zéro. C'est Je trop peux comprendre. chronophage, là, comme Mhm. démarche. Non, c'est ce qui est triste parce que l'idée de la post-édition, c'est de simplifier le travail. Mais Oui. si ça ne le fait pas, ça veut dire qu'il faut autre chose. Et que là, les cabinets et les agences nous coupent, diminuent les tarifs en disant qu'on vous donne une post-édition, une version post-éditée. Donc, on vous paye 3 cents de moins du mot. Et puis, c'est pas ça qu'il faut faire. Alors, Vraiment pas. c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il y en a carrément maintenant qui ne veulent plus faire de post-édition. Là, c'est rendu peut-être qu'une NVIDIA, ça va faire la post-édition. En tout Je cas, le comprends très bien, dans, honnêtement, parce que, comme je m'en servais pour écrire les thèses, pour les résumés de thèse, mais c'est parce que c'était quelques paragraphes. Généralement, j'avais ouais. juste quelques petites corrections à faire. Le gros du challenge, c'était de trouver quel terme utiliser des fois. Parce que Mhm. c'était partir de français à anglais, et des fois, les mots n'existent pas en français, Mm. parce que c'est Absolument. une En thèse de plus, doctorat. ça, c'est une autre place ou un autre un point dans lequel où on pourrait vous aider parce que on est appelé, nous, constamment à traduire des textes de recherche de pointe pour lesquels il y a déjà des termes en français, mais les chercheurs, je sais pas, en France, sont partis avec tel terme, aux États-Unis avec Oui. tel autre et tout ça. Et, Mhm. nous, on est obligé de trancher, mais on n'a pas le choix là, de le faire pour rendre quelque chose au client. Non, il faut, Alors, oui. Tant que c'est consistant, honnêtement, c'est pas un problème. on peut Euh, apporter oui, c'est ça, on peut apporter notre contribution là, là-dedans, là, parce qu'on est confronté constamment à ces difficultés-là. Oui, puis même moi, le gros de mes études en langage était en anglais. Très souvent, Oui, il y a un mot français, oui, je ne le connais pas. c'est ça. Puis des fois, je l'ai déjà connu, mais je l'ai oublié. Parce que, Ben bon, oui, ce qui ne sert pas, ça disparaît. voilà. Alors, c'est ça.
Euh, Je pense que oui, allez-y. On a encore un petit je, peu de temps. je dis une anecdote qui me fait toujours rire, le concept de vraisemblance, likelihood OK? en anglais. Donc, présentation pour le doctorat qui est en français. Le gros de mon comité est en français à ce moment-là. Oui, non, likelihood, c'est quoi likelihood en français? Ah, vraisemblance. Merci! C'est ça. Donc, C'est oui, ça. j'avais fait mes études en statistique il y a très longtemps en français, mais après, toutes les statistiques que je faisais, c'est en anglais. Donc, toute la terminologie en statistique, à la base, est en anglais maintenant. Exactement. On appelle ça une interférence linguistique quand Oui. on, on Euh, s'en mêle les pinceaux entre les deux langues, là. je- Effectivement. Voyez-moi, j'appelle ça le problème d'embedding. On représente les mots Comment? embedding. On représente les mots par Ah des oui, embeddings. Et oui, l'exemple que je prends toujours, bibliothèque et librairie. Pour moi, les deux ont oui, le même embedding à cause de l'interférence entre le français et l'anglais. c'est ça. Ça, on appelle ça des faux amis. Il y en Ouais. a plein entre français et Il y en a un l'anglais, paquet dans tous les langages, mais dans toutes les langues. celui-là spécifiquement m'a vraiment affecté. Donc, peu importe la langue que je parle, il y a une chance sur deux que je prenne le mauvais mot. Fait que j'ai déjà dit que I'm going to the bookstore pour dire que je vais à la bibliothèque. OK, d'accord. OK. Vous avez fait un faux sens. Oui, Je exactement. fais la même chose. Mais je fais la même chose moi aussi. Je m'arrête là, encore aujourd'hui parce que les langues sont tellement proches, puis je suis toujours en contact. Ça, c'est l'autre problème aussi avec les traducteurs. On est toujours dans une espèce de frontière floue entre les deux langues, là. Alors, ça cause certains problèmes, effectivement. D'ailleurs, On n'a pas le choix. c'est d'ailleurs un autre problème que je peux voir pour la post-édition, qui risque d'être moins prononcé avec les modèles actuels. Très souvent, quand le modèle ne comprend pas le mot, il va Mhm. juste répéter le mot. Ah, OK. Ça devrait être moins vrai avec les modèles actuels. Ils ne sont pas aussi sensibles à ce niveau-là. Mais Il va le remettre à toutes les sauces dans les phrases qui vont suivre. non, Qu'est-ce que non, vous non, voulez il dire va par juste, répéter? s'il voit 4, il ne sait pas que 4 veut dire chat, il va Ouais. juste mettre 4. Ah oui, 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 on voyait ça, oui, C'est beaucoup. vrai. En Non, on partant voit du ça principe moins. que c'est un nom propre en réalité, quelque chose comme ça. Donc, C'est ça. Oui, oui, effectivement. Non, ça, je peux vous dire qu'on voit beaucoup moins ça c'est ces ça. derniers temps. Les nouveaux modèles n'ont pas les mêmes systèmes, donc ils ont plus cette vulnérabilité-là. Mhm. D'ailleurs, c'est un des avantages des grands modèles de langage. On envoie tellement de données au modèle qu'il a essentiellement tout vu. Donc, il n'y a pas grand mot que le modèle n'a pas déjà vu à maintes reprises. Ce qui est très pratique. Savez-vous ce qui est arrivé aussi avec DeepL Pro, que vous connaissez peut-être, là, DeepL Pro, qui est DeepL Pro, c'est européen, c'est l'Union européenne qui a mis cet outil-là en place là, pour leurs besoins. C'est un peu comme Google Translate, mais à l'européenne, non? Je Et connais pas. non, non, c'est pas grave. Ou comme Amazon aussi, ils ont leur propre moteur. C'est ce que Et là, on c'est peut. ça, je vais plus regarder le modèle, l'architecture du modèle que les noms, OK, que les que produits. les noms, OK. En fait, les PL Pro, il y a quelques semaines, ils ont eu, ben, en fait, ils ont eu beaucoup d'argent qui est investi dans cette, j'imagine, ces politiques et économiques. Et on peut maintenant brancher notre lexique. Mettons, vous êtes dans un domaine de pointe, vous avez fait votre propre lexique, et automatiquement, DeepL Pro l'apprend. Alors Ouais. là, on traduit, puis ça nous prend à peu près deux phrases, puis déjà, la troisième phrase, il a déjà appris, puis il nous met le bon terme. Alors que avec ChatGPT, ben, c'est plus général, là. Mais, Oui. et là, semble-t-il que là, c'est DeepL Pro qui fait ça parce que WordScope, moi, je le sais par WordScope qui est développé en Belgique, là. Ils sont juste à côté de la Commission européenne et tout ça, là. Alors, et là, ça va s'en venir avec les autres, là, Amazon, ils vont emboîter le pas, là. Ouais, ben, je vois plusieurs façons de le faire, honnêtement. C'est relativement simple de rajouter du vocabulaire, des mots dans un En langage. ligne, Ouais, oui, c'est en ça. ligne. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de faire des fiches parce que nous, notre contrainte, c'est quand on cherchait des termes, puis pour pas l'oublier, qu'on avait 100 pages à traduire, ben, il fallait se faire tout de suite une fiche. Là, il l'apprend tout de suite, puis il nous le met tout de suite dans la traduction qu'il nous propose. Exactement. Et c'est le genre de choses que je crois que l'apprentissage profond peut être très utile pour aider. Toutes, ce- toutes ces annotations-là séparées que vous faites, aider à les faire automatiquement, mais aussi aller rechercher la bonne fiche au bon moment. Des fois, vous allez avoir besoin de faire des choix que vous documentez. C'est inévitable. Non, on n'en sort pas, ça, c'est sûr. Voilà.
Mais OK, vous avez tous vos choix qui ont été faits. Là, il est capable de dire, ah, là, c'est cet élément-là qui est important. Je le rends visible immédiatement pour que vous ne soyez pas obligé d'aller le chercher. C'est ça, exactement. Ça, c'est le genre de choses, ça peut être très puissant. Et comme je disais, peut-être juste en servir pour aider à valider la traduction, donner la confiance au traducteur. Alors, disant, oui, Oui. ça a l'air correct. Ah non, lui, là, je vois de quoi de bizarre. Mhm. J'utilise, exemple, les outils de grammaire en français. Je ne les utilise pas pour me dire qu'est-ce qui est correct, juste pour me confirmer que je n'ai pas fait une erreur évidente. Oui, c'est ça. Et juste avoir ce niveau Dans, de confiance-là, ça m'aide à écrire. Effectivement. Je pense que c'est là qu'on en est rendu. Puis depuis que je travaille avec WordScope, j'ai constaté une baisse de mon degré de stress parce que je m'appuie sur cet outil-là. Alors, c'est d'ailleurs là-dessus, je vais m'en aller de plus en plus, là, c'est sûr. Alors, si on revient, si on fait un petit résumé de notre collaboration, vous nous recommandez donc de renforcer nos contacts avec vous, avec votre monde, et Oui. puis de participer à ce que vous appelez les conférences. Est-ce que c'est une conférence au sens de congrès ou Oui, c'est une concurrence. Appelle ça habituellement des conférences. Ça vient de OK, l'anglais, évidemment. Euh, OK, donc, il y en a plusieurs. Je ne recommanderais pas d'aller, exemple, à NeurIPS, qui est vraiment celle pour la grande conférence pour l'intelligence artificielle. C'est très générique, mais ah, OK, conférence de l'Association for Computational Linguistics, OK. serait très intéressante, je crois. C'est le traitement du langage par ordinateur. Il Donc, serait ouvert à ce qu'on ait présenté une communication, nous, les définitivement, évidemment, traducteurs? définitivement, ça prend pas Oui, nécessairement de traducteur. Évidemment, il faut le lier au traitement par la oui, machine. oui, absolument, absolument. Mais exemple, présenter des difficultés, il y a aussi des démos. Mais même si vous n'allez pas présenter à la conférence, vous pouvez participer à la conférence, Mhm. y OK, aller, c'est pas fermé. OK, c'est pas même en tant que fermé. traducteur, ils vont nous accepter. OK. Absolument. Ils vont vous demander de payer, évidemment, là, mais Oui, c'est certain. C'est euh, normal. vous pouvez vous présenter, vous pouvez participer aux discussions. Il y a une place pour des démos techniques. Donc, si vous avez un logiciel que vous voulez montrer ou un prototype que vous voulez montrer, c'est une place pour. Ce ne sera pas Mhm. une audience de traducteur, mais vous pouvez dire, hey, on a tel problème dans le langage ou on voudrait faire X. Il y a moyen de faire des discussions. Évidemment, c'est comme n'importe quoi, ça va prendre du temps pour établir des bons liens. C'est sûr. Le réseautage, c'est toujours, ça prend du temps, mais c'est ce qu'il y a de mieux, moi, je trouve. Ah, Euh, définitivement. c'est vraiment puissant, le réseautage. C'est la principale raison pour laquelle je vais en conférence. Mhm. Et je vais écouter les présentations, évidemment, je vais voir les articles, je vais poser des questions aux auteurs, mais c'est aussi pour mixer avec du monde dans mon domaine. Mhm. Puis généralement, c'est aux États-Unis Ça, ou... ça, ça bouge. OK. Il y en a qui sont aux Ah, c'est bien. États-Unis, il y en a qui sont en Europe. Les grosses conférences ont tendance à changer. Donc, exemple, la principale pour la CL, cette année, est en Thaïlande. Ah, OK. L'année passée, c'était à Toronto. OK. Ah, ça a été mieux. J'ai pas eu où ils vont être l'année prochaine. Euh, Pardon, vous n'avez je ne pas sais pas eu? encore où ils vont être l'année prochaine, mais, OK, mais d'accord. normalement, ça devrait être en Europe. OK. Donc, OK. Et moi, ce que je verrais aussi, c'est que dans en traductologie, qu'on ouvre des doctorats en justement traduction et intelligence artificielle, Il y a ça définitivement des problèmes. serait une autre avenue là, qui est aller chercher des subventions. Oui, non, 100%. D'ailleurs, il y a beaucoup d'argent de subventions, de financement pour la recherche d'intelligence artificielle. Allez en chercher, allez en chercher. Vous pouvez en faire et vous pouvez y Mhm, contribuer. Allez mhm. voir les professeurs dans les universités en intelligence artificielle, en langage et en traduction automatique et offrez-leur votre aide. Ils vont l'apprendre. Ils en ont besoin, ils savent qu'ils en ont besoin, c'est juste qu'ils n'ont pas les ressources financières. Mais si c'est OK. deux étudiants gradués qui ont chacun leur financement indépendant, qui travaillent ensemble, ben, tout le monde est gagnant. OK, un étudiant gradué du professeur en question avec un de professeur en traduction qui pourrait Exactement. Exactement. arriver, faire une thèse ou travailler en collaboration sur une Travailler thèse en commune, quelque collaboration. chose comme ça. Ouais. OK, sur un sujet. Bon. Ça ferait avancer les choses. Ils vont évidemment avoir les conflits standards pour savoir qui est le premier auteur de chaque publication. Ah, mon Dieu, mon Dieu. Mais ça, c'est l'habituel. On a plusieurs solutions pour régler ça. Donc,
Bon, ben, on fera appel à votre expertise pour ça quand on sera rendu là. Il y a Ben, beaucoup de papiers qui est maintenant aujourd'hui en intelligence artificielle, justement à cause de ça, qu'il y a plusieurs auteurs avec une astérix qui marquent contribution égale. ben, voyons donc. Ah, OK, je n'avais pas remarqué. Puis ils doivent les mettre par ordre alphabétique, peut-être, Alphabétique là. généralement, OK, pour éviter ou 25 cents pour savoir quand il y en a juste deux. Ah, OK. Parce que c'est une grosse question pour les étudiants. Ils ont besoin de publications, ils sont considérés premiers Oui, auteurs. Fait que s'ils exact. collaborent, non, les deux sont considérés premiers auteurs. Mhm. OK. Donc, ça paraît bien dans leur CV. C'est C'est important, fantastique. c'est essentiel pour leur CV. OK. C'est excellent. OK, mais je pense que vous nous avez mis sur des pistes. Attendez un petit peu. Ah oui, puis moi, je voulais dire aussi, vous avez parlé de la hype. Je me permets d'ajouter mon grain de sel là-dedans. Euh, Parce que vous, vous avez à résister à cette espèce d'engouement ou cette hype ou cette publicité extravagante là, pour exagérer peut-être les bienfaits, là, les mettre trop en premier plan. Je dirais suroptimisme. Suroptimiser, c'est ça. Et moi, de mon côté, ce que j'ai fait, parce que pendant la pandémie, j'ai profité du fait qu'on pouvait relativement facilement changer d'emploi. J'ai exploré plusieurs cabinets et agences et j'ai à chaque fois présenté justement ma recherche et aussi mon expérience par après, parce qu'à partir de ma recherche de doctorat, j'ai développé des façons de travailler pour aider les agences et les cabinets à améliorer les processus pour les traducteurs et les traductrices et je me suis heurtée à chaque fois à des fins de non-recevoir. Donc, j'ai démissionné à chaque fois parce que ça me donnait absolument rien. Et on me considérait, on considérait tous les traducteurs égaux. Il y en avait des vraiment super performants, mais il n'y avait pas ce souci-là de. Alors, c'est ça. Donc, ça, je trouve que c'est une perte vraiment, parce que c'est un stress incroyable dans lequel les traducteurs vivent et ils se font imposer des outils qui n'ont même pas été validés Non, par et c'est absurde. des collègues en recherche. Oui. Le milieu, notre façon de travailler, on travaille évidemment nos collaborateurs industriels. Et l'élément clé qu'on va chercher, c'est leur perspective et leur problématique. Je suis un Mhm. expert en IA, je suis un expert en traitement du langage. Je ne suis pas un expert en toutes les choses que les gens veulent faire avec le traitement du langage. Et mon but, c'est de les aider. C'est pas de dire, moi, je sais comment faire ça. Des Mhm. fois, oui, on va contribuer. Des fois, on va leur aider à réaliser que certains de leurs processus étaient mauvais. Ça arrive Mhm. très souvent, d'ailleurs. Mais surtout parce que les données sont mal. Enfin, les données, généralement, sont un Oui. énorme problème. On passe beaucoup de temps à cleaner les données, à nettoyer les données Mhm. et leur apprendre à comment assembler leurs données correctement plus tard. Mais ça, Mhm. c'est pas comment faire leur job au total. C'est juste un élément très restreint de leur job. C'est exactement. Et nous, ce qu'on voit justement dans ces cabinets-là, un taux de roulement qui est un signe, Ce un qui ne me taux de surprend roulement. pas. On va à un autre cabinet, puis c'est la même chose, toujours. Alors, ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui quittent carrément la profession, et puis c'est La pas même le temps. chose. Les traducteurs et les traductrices quittent la profession. Il y a plus que jamais de la traduction et des possibilités intéressantes dont vous venez de nous parler. Alors, faut s'accrocher, puis aller de Non, l'avant. et c'est désolant. Malheureusement, c'est un problème commun. Les compagnies ne veulent pas nécessairement des employés productifs. Vous me dites qu'ils considèrent des traducteurs égaux. J'ai lu quelques articles à plusieurs reprises au cours des années pour des systèmes qui essaient d'aider des traducteurs. Ben, le gros de ces articles-là avait plusieurs traducteurs et ils commençaient par dire une évaluation des traducteurs. Tel traducteur qu'on se considère dans le groupe être le meilleur a telle performance avec et sans l'outil. Ainsi de suite. Il y avait une notion et on voyait des différences dans les mesures. Hmm. Euh, D'ailleurs, incluant aussi d'ailleurs quel outil était utile. Il y a des outils qui aidaient beaucoup les juniors et Oui, qui n'aidaient pas le traducteur, qui le mettaient de rang S. C'est un article japonais. oui, les autres sont avancés. Non, c'est que l'autre, c'est qu'il ranquait spécifiquement SABC. Qui veut dire ABC et A est le meilleur, B ainsi de suite. S B. est plus que le meilleur. OK. C'est une particularité japonaise que moi, en tant que lecteur, je reconnaissais parce que je joue à des jeux vidéo. C'est Donc, ça. j'avais déjà vu ça, mais oui, je crois qu'on a une question.
Non, c'est quelqu'un qui est parti. Lucie est partie parce que on a terminé notre entrevue. Fair Alors, enough. fait que c'est ça. All right. I Fait can qu'on switch to, on va s'arrêter ici par la all force right. des choses. I will add in English that we are done in interpreterless, sorry. Alors, merci beaucoup, Ça me fait Marc-Antoine, plaisir, merci. d'avoir accepté l'invitation. Puis on va se revoir bientôt à Mila, Québec avec M. Barabé Oui, pour parler Jérôme, justement d'une collaboration, puis Jérôme et exactement. Mireille. Parfait, Ah, merci c'est beaucoup. Lucie. Ah, c'est peut-être Lucie, t'es là? OK, t'es Oui, revenue? dans le fond, je voulais juste dire, parce que j'ai interprété jusqu'à la fin, mais je voulais juste dire que travailler plus qu'une heure, c'est vraiment pas Non, optimal. Alors, C'est vrai, on a oublié de se dire ça au début. C'est pas de vrai. problème. Alors, oui. on apprend. OK, alors, merci. Puis, Merci on beaucoup. vous envoie le lien, Marc-Antoine. Ça sera pas Parfait, long, là, merci beaucoup. en fin de semaine. Et Au j'enverrai revoir. la traduction anglaise en format MP3. Alors, Merci. merci à vous deux et bonne journée. Merci, À bonne bientôt. journée.